Buonasera a tutti, ringraziabili di seguire noi pour ce nouveau numéro de Riviste. À mes côtés, Dilom Padoani de Corse Matin. Bonsoir Dilom. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer d'RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors notre invité ce soir c'est vous, Sébastien Simone. Vous êtes chef d'entreprise, fondateur de l'espace de coworking Campusplex basé à Ajaccio, notamment de Good Barber. Alors c'est un générateur d'applications pour smartphone selon les fiches préparées par Jean-Vitus Albertine, qui est un grand spécialiste des nouvelles technologies. Et en plus de cela, vous êtes président de Femogu, un fonds d'investissement de proximité qui investit dans des entreprises en Corse. Alors on va bien entendu parler d'économie avec vous et d'innovation dans cette émission, mais d'abord place à l'actu de la semaine avec, on commence, et d'ailleurs de la semaine dernière aussi, puisqu'on commence avec la venue d'Éric Zemmour, une visite en Corse de 2 jours, une étape à Sartène puis à Ajaccio. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le polémiste potentiel candidat à l'élection présidentielle divise. En témoignent ces images d'échauffourées entre pro et anti-Zemmour du jamais vu. Dilom, vous étiez présent pour le travail, hein, je précise, pas pour des raisons personnelles. Il y avait beaucoup de tensions, vous avez ressenti ça ? Oui, tout de suite, on a ressenti beaucoup de tensions entre finalement, d'un côté, ce que Éric Zemmour l'a présenté comme ça, entre les progressistes et les antifas. Sauf que bon, lorsqu'il y a des antifas, normalement, de l'autre côté, il y a des fas. Des supposés tels. Ou des supposés tels. Évidemment, cette présentation est caricaturale des deux côtés. Mais il y a eu énormément de tensions, finalement, entre les... Mais, Éric Zemmour divise beaucoup. Hein. Il clive beaucoup parce qu'il a des positions extrêmement tranchées. Et effectivement, il y a eu une très forte opposition tout de suite dès le début. Alors, ce n'est pas du jamais vu, puisque ça fait penser aux précédentes visites, aux premières visites de Jean-Marie Le Pen, hein, qui est très perturbé, encore plus perturbé que celle-ci. Perturbé, bien sûr. Moi, quand je dis du jamais vu, c'est que des pros s'en prennent à des antis. C'était plutôt ça. Oui, un affrontement entre Corses. Oui. Un affrontement entre Corses et surtout avec beaucoup de gens qui étaient venus pour soutenir Zemmour, qui sont allés le défendre. Alors, on a dit des antifas et peut-être des supposés fascistes, il y a aussi des anti-français et des pro-français. C'était un petit peu vu comme ça. C'était un petit peu le débat, puisque anti-France et pro-France, je précise. Bien sûr, au-delà de ce débat fasciste-antifasciste qui n'a pas trop de sens, c'est avant tout qu'est-il venu dire aux Corses. On s'est aperçu qu'il parlait surtout, évidemment, aux médias nationaux, hein, puisqu'il déroulait finalement ses théories et sa vision finalement du pays. Parce que sur la Corse, qu'a-t-il dit ? Pour que les Corses redeviennent fiers de la France, il faut que la France redevienne forte. Avec pas mal de raccourcis historiques. Et générationnel également, puisque ça peut être valable pour une partie de la génération, de l'ancienne génération, mais c'est finalement méconnaître ce qui s'est passé ou ce qui se passe finalement depuis 40 ou 50 ans. Alors Sébastien Simone, vous avez vu ces images, cette venue d'Éric Zemmour, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, c'est vrai qu'il y a une inquiétude en Europe, quand on se compare par rapport aux États-Unis, à la Chine. On se dit en fait que l'Europe est en train de perdre pied, de perdre son leadership dans le monde. Donc après, il y a des gens qui apportent des réponses. Zemmour, il pense que c'est en ayant une politique, je dirais, ultranationaliste en France qu'on va sauver l'Occident. Moi, je pense que peut-être qu'il pose quelques bonnes questions, mais au final, la solution, elle est assez dramatique, quoi. Les motivations ne sont pas forcément les et puis non, bonnes. Ensuite, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si il y a un tel engouement pour Éric Zemmour, ce n'est pas qu'il y a autant de... Il fait le crédit de 18% dans les sondages. Il n'y a pas de 18% de fascistes en France qui pensent qu'il y a une véritable angoisse. Et il soulève de bonnes questions, comme disait Sébastien Simone, il soulève également de bonnes questions. Après, éventuellement, c'est peut-être les réponses qui sont apportées. Lorsqu'on vient dire ici que les Corses votent nationalistes pour empêcher l'invasion islamiste,
Bon, Mais il ça, est à c'est- côté de la plaque. Il y a aussi Sur le cette question-là, il désarroi est des à côté Corses de la plaque. vis-à-vis de la France, enfin de certains Corses et notamment du vote nationaliste, de cette défiance au déclin de la France. Et quand il parle du déclin de la France, c'est son discours qu'il tient partout ailleurs. Ouais. Donc cette perte de civilisation, cette perte d'autorité, ce déclinisme, c'est ce qu'il défend partout ailleurs. Alors ici, il justifie le vote nationaliste en disant, je crois que c'est dans l'interview accordée à Corse Matin, il dit le nationalisme se résoudra, donc il considère que c'est un problème, hein, se résoudra quand la France aura retrouvé sa grandeur. Donc c'est une analyse assez originale. Est-ce qu'il y a aussi un problème de traitement médiatique, mais en tout cas, à chaque fois qu'il est invité sur un plateau de télé au niveau national, on l'a vu même lors du débat avec Mélenchon sur BFM TV, les principaux thèmes qui sont abordés, en tout cas les premiers thèmes, c'est ces thèmes de prédilection, l'immigration, la sécurité. Mais qui sont des vrais thèmes en même temps. Hein. Oui, mais qui sont des thèmes sociétaux. On s'arrête constamment sur les thèmes sociétaux, on parle plus du social, par exemple. Le jour où il se déclarera officiellement candidat à la présidence de la République, on lui posera des questions aussi sur l'économie, aussi sur les enjeux climatiques qui sont importants, aussi sur le social. Pour l'instant, il fait son show. Hein. Et puis, très simplement, et il fait la promotion de son livre en même temps. Mais le problème, c'est ce qui lui rapporte de l'argent. Hein, il faudra quand même commencer à le traiter comme un candidat et pas forcément comme un phénomène. Là, aujourd'hui, il est encore traité comme un phénomène. On a vu, encore ce matin, même sur notre antenne, enfin, sur nos antennes, dès qu'on lui pose des questions sur la co-officialité, sur le statut de résident, il n'est pas dans le détail, il dit que c'est du détail. Alors là, encore une fois, il y a une différence. C'est-à-dire que sur la Corse, il a eu le mérite d'être d'une limpidité absolue. C'est-à-dire, je n'accorderai rien de plus. Assez courageux en Corse, parce qu'habituellement, on vient ici, on tient le discours que les gens veulent entendre, alors que là, non, il leur dit, la Corse, c'est la France. La langue corse, pas du tout. Il n'y a qu'une langue, c'est le français. Alors, il y a quand même eu une opération séduction. On va écouter une interview réalisée par l'excellent Dominique Moret. C'était à Sartène. Je pense qu'on peut toujours réfléchir à des situations qui protègent les Corses, la population locale. Il n'y a pas de raison qu'ils soient envahis comme ça par des gens, des continentaux, que ça fasse monter les prix. C'est des techniques, des modalités techniques qu'il faut évaluer. On n'a pas de tabou, c'est normal. Je pense par exemple, je vais vous surprendre, mais je pense que on devrait remercier les gens qui ont plastiqué pendant longtemps les immeubles en béton, qui ont empêché le bétonnage de cette île sublimement belle. On devrait remercier les gens qui ont plastiqué pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il dit là? Il ne dit rien. Il dit quand même on devrait remercier les clandestins qui ont plastiqué pendant longtemps. On est quand même dans du populisme. Je suis pas sûr que ce soit. Vous l'avez dit, dans du populisme. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce que pense Éric Zemmour, en tout cas ce qu'il a pensé à l'époque. D'un candidat à la présidence de la République, j'attends davantage des solutions pour réguler ce flux, qu'ils viennent du continent ou d'ailleurs, et de faire baisser le prix du foncier. J'attends des réponses. Mais concernant le débat autour de ces thèmes de prédilection, il faut bien faire la différence, je pense, pour le coup, entre la France et la Corse. Il est venu dire quelque chose ici en disant on vote nationaliste parce qu'on a peur des islamistes, ce qui est une vaste comédie, puisque le flux d'arrivée aujourd'hui en Corse vient essentiellement justement du continent et absolument pas d'Afrique du Nord. Mais en revanche, sur le continent, cela fait écho dans beaucoup de localités, dans beaucoup de villes, puisque justement il y a aujourd'hui une véritable inquiétude de la part de la population dans certaines villes et dans certaines localités, justement autour de cette immigration. Et finalement il s'engouffre, il a réussi à trouver un créneau, il y a des peurs, et puis il a réussi à trouver un créneau, il n'y a pas de réponse en face que beaucoup cherchent depuis 15 ans, finalement entre la droite et l'extrême droite. Il a réussi entre Marine Le Pen et les Républicains, il a réussi finalement. Il est sur la tendance Marion Maréchal Le Pen un petit peu. C'est un candidat ou un potentiel candidat crédible selon vous, Sébastien Simogne? Moi, franchement, je trouve ça navrant. Je redis ce que j'ai dit, c'est qu'on est dans une compétition mondiale. L'Europe est en train de perdre la main, on va s'appauvrir. Si on ne réagit pas et si on ne comprend pas à quel niveau il faut qu'on se aide. Je pense qu'il y a des problèmes d'éducation qui sont importants. Et là, on est au ras des pâquerettes, quoi. Et surtout par rapport à ça, on revient sur le temps béni des colonies, sur un âge d'or de la France, des années du début du XXe siècle. On revient sur les 30 glorieuses.
on est dans la nostalgie d'une France qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais. C'est la Troisième République avec les thèmes de prédilection, le roman national. Bon. En tout cas, ça porte le débat, on ne manquera pas d'en reparler. On va poursuivre notre émission avec notre deuxième partie consacrée au vote du Sénat hier qui s'est prononcé favorable au gel des matchs le 5 mai sans retoucher le texte qui avait été adopté en première lecture en 2019 par l'Assemblée nationale. Le président de la République a maintenant 2 semaines pour promulguer ce texte, donc il n'y aura plus de match le 5 mai, une énorme satisfaction pour les familles des victimes. On écoute Josepha Dioudigé, la présidente du collectif. C'est un fardeau parce que lorsqu'on porte une démarche comme celle-ci, qui n'est pas pour soi, qui vous prend au tripes parce que vous défendez cette démarche, elle est faite pour les 19 victimes et les plus de 2000 blessés qu'il y a eu lors de la tragédie. Donc c'est tellement important parce que le devoir de mémoire était primordial et il devait trouver sa place. Et sa place, elle se trouve sans match le 5 mai. Il était temps, Sébastien Simoni. Écoutez, on entend les représentants des victimes et je pense que c'était très important pour eux. Donc c'est vrai que ça fait déjà presque 30 ans, je crois que... 30 ans. Et ça va faire 30 ans là. Et le combat pour sanctuariser le SAMEI date de 10 ans, de la création du collectif du SAMEI, cette fois-ci de Josepha. Alors il était indispensable d'inscrire cela dans le marbre de la loi. Maintenant c'est un autre combat qui s'ouvre aux familles des victimes, c'est-à-dire de faire vivre cette mémoire, puisque c'est aussi le risque s'il n'y a pas de match le 5 mai. Alors en Corse bien sûr ce sera toujours pas de problème. Dans le mémoire, mais au niveau national, mais au niveau international. Oui, après, c'est évident, c'était une démarche quand même qui était portée depuis longue date et qui était très importante. Après, il est évident que considérer qu'on a besoin d'avoir un match pour pouvoir se souvenir et pour pouvoir réellement faire vivre cette mémoire-là, je pense que voilà, c'est pas la bonne solution. Mais la mémoire elle a aussi vécu par le combat, justement pour la sacralisation de ce jour-là. Et maintenant qu'il y a plus ce combat-là, c'est un autre combat qui s'ouvre, Patrick. Oui, ailleurs, puisqu'en Corse, on n'oubliera jamais. Personne n'oubliera. Après, ailleurs, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de match le SAMEI, c'est pas forcément la seule solution pour rendre hommage aux victimes. Pas de match, c'est rendre hommage. Jouer comme on choisit de le faire, par exemple, les Anglais, c'est aussi rendre hommage. On ne peut pas dire que les Anglais, quand ils jouent sur le stade de Sheffield, où il y a eu 96 morts, ils ne respectent pas les victimes. L'important, c'était de savoir ce qu'en pensaient les familles. Produit, il y a un hommage qui est rendu. Donc bon, voilà. Bon, après, les victimes, c'était leur combat, elles l'ont gagné, et puis c'est tant mieux pour tout le monde. En plus, c'était un moment de communion. Hein. Voilà. Il faut y voir une victoire des nationalistes, des parlementaires nationalistes. Sans doute de Michel Castellagne, puisque c'est lui qui a porté la proposition de loi depuis le début, oui, des nationalistes, enfin de ceux qui se trouvaient au pouvoir, effectivement. Oui, c'était déjà une promesse de campagne. De parler de victoire concernant ce type de vote, qui est une loi mémorielle pour rendre hommage à des victimes. Alors, vous voyez, une victoire si l'on veut. Mais enfin, c'est leur première, en tout cas, proposition. C'est l'aboutissement. Moi, je dirais plutôt que c'est l'aboutissement. Qui aboutit. Il y avait, sur ce sujet, avant, bien sûr, d'en parler au niveau du Parlement, il y avait quand même une unanimité en Corse, notamment des élus, mais de la société civile aussi. Il y a aujourd'hui la même unanimité sur le rapprochement des prisonniers. On pense à Pierre Alessandre et à Alain Ferrand et Yvan Colonna. Vous pensez que cette victoire sur le 5 mai peut avoir un écho dans ce combat-là ? Pas du tout. Voilà. C'est pas les mêmes sujets. C'est pas du tout les mêmes sujets, pas du tout les mêmes enjeux, puisqu'aujourd'hui l'État considère que Pierre Alessandre, et Alain Ferrand et notamment Yvan Colonna également doivent rester en prison coûte que coûte. Pour ceux qui doutaient encore de la position de l'État et de sa volonté de vengeance, puisqu'on ne peut pas parler on ne peut pas utiliser un autre terme. Aujourd'hui, les choses sont très claires. Et justifier cela en plus par une volonté d'envoyer un message fort aux islamistes, c'est assez scandaleux, voilà, et finalement assez indigne d'une démocratie. Alors il y aura une session extraordinaire cette semaine, vendredi prochain, sur cette question-là du rapprochement. Vous pensez que c'est une décision politique, comme tout le monde le dit, Sébastien Simoni ?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est une décision politique. Après, moi, plus largement, ce qui me gêne, c'est que les prisonniers politiques sont pas la plupart sont tous rentrés. Hein. Oui, mais le blocage se fait sur les trois derniers membres du commando Rignac encore incarcérés. Hein. Non, mais les autres sont tous rentrés. Ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des prisonniers politiques en Corse, on les a envoyés sur le continent. C'est toujours été au détriment des familles, des coûts importants. Et ça, c'est pas le droit, quoi. C'est un traitement. Et finalement, ce qui est assez flagrant aussi, c'est que l'État, depuis toujours, nie l'existence de prisonniers politiques. Et finalement, que fait-il finalement en agissant de la sorte? Il les désigne tout simplement comme des prisonniers politiques. Bien sûr, et en laissant la parole à Jean Castex, notamment pour trancher sur cette question-là. Bon, pas cette fois-ci, en tout cas, pas officiellement, mais ça avait été le cas par le passé. On va continuer à parler politique, mais plutôt au niveau économique. Cette fois-ci, ce mardi, Emmanuel Macron a présenté un plan de relance intitulé France 2030 qui prévoit 30 milliards d'euros déployés sur 5 ans et qui vise à développer notamment la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Vaste programme. Ce sont vos domaines, Sébastien Simone. Ce plan répond à vos attentes? Alors c'est un plan très global, mais ce qui est sûr, c'est que en 2021, on se rend compte que les technologies de ce qu'on appelle l'IA autonome ou la robotique sont à peu près au même niveau qu'en était l'Internet en 2001. Et donc, tous les experts s'accordent à dire qu'on va vivre une progression fulgurante. Alors, il y a même des Américains qui ont théorisé ça s'appelle la Singularity University, en disant qu'en fait, les lois de progrès technologique qui drivent les projets technologiques, comme la loi de Moore qui prédit, Moore était un des fondateurs d'Intel, qui prédit que tous les 24 mois, on allait doubler la puissance des microprocesseurs pour le même prix. Et donc, étant donné que c'est des lois exponentielles, ils prédisent en fait qu'au milieu du 21e siècle, on arrivera à avoir la puissance de calcul d'un cerveau humain pour $1000. Et que là, ça deviendra difficile de prédire ce qui se passera. Donc c'est sûr que là, il y a un enjeu pour l'Europe à investir. Alors est-ce qu'il faut 30 milliards, est-ce qu'il faut 300 milliards? Bon, sachant qu'Emmanuel Macron est aussi en campagne, il fait cette annonce-là à quelques mois de la présidentielle. Mais 30 milliards pour de tels enjeux, ça a l'air peu. Ouais, je pense que c'est peu. Parce que quand on regarde en fait les sommes investies, notamment en Chine, la Chine a investi, alors ces 5 dernières années, hein, elle a investi, c'était pas un pays qui était très en avance dans l'intelligence artificielle. Maintenant, elle investit 3 fois plus que les États-Unis. Donc, c'est des décisions politiques. Elles sont pas forcément, c'est pas forcément très efficient parce que c'est pas parce qu'on délivre des tombereaux de dollars ou de yuan qu'on arrive à un résultat. Mais il y a des décisions stratégiques et des visions qui sont tracées. On a l'impression qu'en Europe, c'est pas le cas. Alors après, donc là, il parle des réacteurs nucléaires, ces réacteurs nucléaires de sous-marins qu'on pourrait utiliser en faisant en fait des micro-centrales nucléaires. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Il parle aussi de traitement des déchets. Bon, ça peut nous intéresser. Et il parle aussi de 4 milliards d'euros pour les transports dits du futur. Ouais. Alors vous avez porté un projet d'hyperloop entre Cagliari et Bastia pour rejoindre Bastia et Cagliari en 30 minutes. Où ça en est? Est-ce que ça pourrait rentrer dans cette ligne-là? Alors c'est l'équipe de Famoqui Venture qui avait répondu à un appel à projet de la société Hyperloop. Qui est un projet de train futuriste. Ce qu'on voit arriver de manière... alors je ne sais pas qui l'horizon sera de 10 ans, de 20 ans. Pour l'instant, ils ont un prototype, mais il n'y a pas encore de ligne en exploitation. C'est vrai que ce qu'on voit dans le transport, c'est qu'il y a une vraie révolution de l'électrification. Et ça, c'est beaucoup plus proche de nous. En 2024, vous allez avoir, parce que c'est lié à la nouvelle génération de batteries, on va avoir de l'aviation électrique. Alors de l'aviation électrique, je pense que pour la Corse, du coup, ça va être un impact très fort, parce que c'est des coûts divisés par 5.
Probablement que vous allez avoir des avions en décollage vertical qui vont relier la côte est de la Corse à l'Italie en moins d'un quart d'heure pour le coût d'un taxi. Il y a 4 sociétés qui sont introduites en bourse en septembre au Nasdaq qui ont ce goal. Donc il y a Lilium, Archer. Vous faites partie de ceux qui ont le rêve que la Corse devienne une sorte de Silicon Valley, une start-up nation. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Franchement, j'ai même beaucoup de mal avec ce discours sur le fait que la Corse devienne Silicon Valley. Parce qu'on en est loin. Non, mais on en est trop loin. Mais parce qu'on ne se donne aucun moyen. Donc, parce que c'est vraiment c'est presque un discours populiste. Hein. Non, pas la Silicon Valley, mais vous êtes au contact quand même des sociétés qui émergent, des entreprises qui émergent, des entreprises innovantes. Vous pensez qu'il y en a qui peuvent tirer leur épingle du jeu, ou le fait que la démographie soit aussi faible et qu'on soit sur une petite île, ça risque d'être très très compliqué? Je pense qu'il est indispensable pour la Corse d'avoir un secteur technologique. Alors ça peut représenter dans 10 ans 10% de la population active, ce serait énorme. Je ne sais pas si on arrive. Pour l'instant, on est très en retard. Après, dans le secteur technologique, je dirais start-up, je pense qu'il y a environ une trentaine de projets en Corse, projets entreprises. Il y en a 20% qui sont des entreprises qui sont, je veux dire, solides et qui se développent. On a des freins. On a des freins. Des freins politiques, des freins économiques? On a des freins macroéconomiques, notamment l'éducation. Moi, je pense qu'il est indispensable que la Corse ait un pourcentage des jeunes de l'enseignement supérieur qui soient formés aux technologies. C'est-à-dire que là, on ne forme pas assez de jeunes à la technologie. Nous, on a installé un bureau avec mon entreprise à Coimbra, qui est une petite ville de 130 000 habitants au Portugal, à 2 heures de Lisbonne, 2 heures de Porto. Et il y a 40% des étudiants ils font des études dans le domaine de la technologie. Moi, j'ai été là-bas, j'ai été un peu assis, parce que alors, ils ont un immense incubateur qui est de start-up, et il y avait des images où on voyait lancer vos start-up dans le spatial. Et parce qu'ils ont des accords avec l'ESA, et donc il y a des jeunes qui travaillent sur des problématiques spatiales. On rêve un peu d'avoir un peu cette ambition en Corse. C'est un problème corse-corse ou c'est un problème français, le fait justement de ce retard dans les formations, par rapport à d'autres régions, hein, les investissements en Corse, de quelle nature sont-ils? Alors, en Europe, la France n'était pas très en avance. Les gens qui ont bougé le plus fort, c'était la Grande-Bretagne avec les fintech au tournant des années 2010, après la première vague Internet. La France s'est donné beaucoup de moyens depuis 2015 pour financer l'innovation. En Corse, je pense qu'on a un problème de masse critique, de masse critique de gens formés. On a un retard qui est assez important quand on regarde les investissements de R&D. C'est-à-dire qu'on fait partie des dernières régions en Europe en termes d'investissement R&D. Ce qu'il faut comprendre, ça veut dire... Alors, excusez-moi, ce qu'il faut comprendre, c'est recherche et développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la compétition mondiale, l'innovation et la recherche et développement, c'est ce qui permet de créer de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est ce qui vous permet de vous extraire de la concurrence. Et là, on est très en retard. On a demandé au gouvernement français de pouvoir avoir un régime fiscal transitoire favorable à la R&D. On a eu une partie qui est le crédit d'impôt innovation, l'autre partie a été censurée par Bruxelles. Alors moi je me dis que ça n'a pas été très bien défendu, puisque l'Italie, il y a 6 mois, elle a obtenu pour tout le sud de l'Italie. Mais bon, c'est comme ça, On a compris, vous n'êtes pas aujourd'hui encore très optimiste sur l'avenir. Il nous reste très peu de temps juste pour évoquer à nouveau la disparition du chanteur Pedro Guelfuch. Il a été inhumé dans son village de Sermano mardi dernier. Dilo, moi je m'adresse à vous qui êtes un spécialiste de la chanson corse. Vous en avez même fait un livre, c'est un monument de la chanson corse qui s'en est allé. Lorsqu'on regarde, bien sûr, son parcours...
fondateur de Cantor Popolo Corso, voix exceptionnelle, bien plus qu'une voix d'ailleurs, parce qu'il avait avec lui l'héritage traditionnel d'une Corse qui n'est plus, l'héritage d'une mémoire qu'il a contribué très largement à sauver, puisqu'il a continué. La naissance de Canta, c'est ça, c'est d'abord se réapproprier finalement le répertoire et le chant. Et donc effectivement, il a porté finalement ce chant, il lui a donné une modernité incroyable en même temps qu'il l'a sauvé. Merci Guillaume, ce sera la conclusion de cette émission. Merci Sébastien Simoni d'avoir été notre invité. Merci à vous Patrick e rivista e compio volta la settimana che viene Cuso Badrone Jean-Vitus Albertini.